Ils disent que le sang est plus épais que l'eau. Dès l'instant où nous naissons, on nous enseigne une vérité universelle singulière. La famille est tout. C'est notre fondation, notre filet de sécurité, le lien qui est censé être incassable. Mais que se passe-t-il quand ce lien devient précisément ce qui vous brise ? En ce moment même, à travers la France, l'Europe et le monde entier, il existe une épidémie silencieuse. Elle se produit dans des millions de foyers. Pourtant, elle demeure l'un des derniers grands tabous de notre société. Des enfants adultes prennent la décision déchirante de rompre les liens avec leurs parents. Des frères et sœurs dérivent dans le silence. On appelle cela l'éloignement familial. Pour le monde extérieur, cela ressemble à un acte soudain de rébellion. Un enfant ingrat, un parent abandonné. Mais si vous regardez de plus près derrière ce silence, il y a rarement une simple histoire de colère. Au contraire, il y a une psychologie profonde et complexe de survie. Pourquoi les gens le font-ils réellement ? Est-ce une décision impulsive ou une mesure désespérée pour préserver sa propre santé mentale ? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la psychologie de l'éloignement familial. Nous allons déconstruire le mythe de la rupture soudaine, explorer le trauma cumulatif qui force une personne à partir, et analyser les dynamiques toxiques de la négligence émotionnelle au contrôle narcissique qui font du non-contact la seule option viable. Si vous luttez contre la culpabilité, ou si vous essayez de comprendre pourquoi quelqu'un que vous aimez est parti, voici l'explication que vous cherchiez. Voici la vérité derrière le silence. Commençons. L'érosion invisible, quand le lien se désintègre lentement. L'éloignement ne commence presque jamais par une explosion dramatique. Il commence par l'érosion. Lente, silencieuse, presque invisible pour tout le monde, sauf pour la personne qui la vit. Pendant des années, voire des décennies, la relation semble normale de l'extérieur, les anniversaires sont célébrés, les fêtes sont endurées, les sourires apparaissent sur les photos. Mais sous la surface, quelque chose s'use, couche par couche. Non pas à cause d'un événement catastrophique unique, mais à cause de centaines de petits événements qui s'accumulent comme des sédiments au fond d'une rivière. Les psychologues appellent cela le micro-traumatisme, la critique subtile déguisée en préoccupation, la limite qui est repoussée un peu plus loin chaque année, le ton dédaigneux qui vous dit que vos sentiments n'ont pas d'importance, la pression constante d'être qui ils veulent que vous soyez, pas qui vous êtes. Individuellement, ces moments semblent mineurs. Ensemble, ils créent un climat psychologique toxique qui imprègne chaque interaction, chaque visite, chaque conversation téléphonique. Et avec le temps, votre corps commence à réagir avant votre esprit. Vous vous contractez avant que le téléphone ne sonne. Vous répétez des conversations avant les réunions de famille. Vous réduisez des parties de vous-même pour maintenir la paix. Ce mécanisme de défense devient si automatique que vous ne le remarquez même plus. Vous pensez que c'est normal de ressentir cette boule dans l'estomac quand vous voyez le nom de votre mère sur l'écran. Vous croyez que tout le monde se prépare mentalement pendant des heures avant un dîner familial. Ce que vous appeliez autrefois dynamique familiale devient une anxiété chronique tissée dans votre vie quotidienne. Vous commencez à vous censurer automatiquement. Vous évitez certains sujets. Vous modifiez votre comportement, votre façon de parler, même votre posture physique quand vous êtes en présence de certains membres de la famille. C'est l'érosion que la plupart des gens ne voient jamais. L'éloignement ne se produit pas parce que quelqu'un cesse soudainement de se soucier. Il se produit parce qu'ils ont progressivement épuisé leur capacité, leur énergie, leur espoir, leur espace pour continuer à absorber les mêmes blessures. Imaginez porter un sac à dos qui se remplit lentement de pierres. Au début, vous pouvez le porter facilement. Mais chaque année, chaque interaction difficile, chaque moment de non-reconnaissance ajoute une pierre. Pendant des années, vous continuez à marcher, à sourire, à faire semblant que tout va bien. Mais un jour, vous réalisez que le poids est devenu insupportable. Ce n'est pas une pierre en particulier qui a tout changé, c'est le poids cumulatif de toutes les pierres ensemble. Avant la rupture vient l'épuisement. Et avant l'épuisement viennent des années d'usure lente et progressive. C'est le véritable début de l'éloignement. Pas la colère, mais l'épuisement complet.
pas la haine, mais la simple impossibilité de continuer. L'effet volcan. Pourquoi la rupture semble soudaine? De l'extérieur, l'éloignement semble souvent abrupt, comme si quelqu'un s'était réveillé un matin, s'était mis en colère et avait décidé de disparaître. Les parents le décrivent comme venu de nulle part. Les amis disent « mais tout semblait aller bien ». La famille élargie est choquée. Comment a-t-il pu faire ça après tout ce que ses parents ont fait pour lui? Mais c'est l'illusion de l'effet volcan. Une éruption volcanique ne semble soudaine qu'à ceux qui ne prêtaient pas attention à la pression qui se construisait sous la surface. La lave n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle se forme silencieusement, discrètement, pendant des années. Les gaz s'accumulent, la pression monte, la terre tremble légèrement, donnant des avertissements que peu remarquent ou prennent au sérieux. La montagne la retient, jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. L'éloignement familial fonctionne exactement de la même manière. La dispute finale, l'effondrement pendant les vacances, le commentaire blessant, ce ne sont jamais la véritable cause. Ce sont simplement le moment où la pression interne devient insupportable. Le déclencheur final dans une longue chaîne de limites ignorées, d'émotions invalidées et de douleurs non résolues. Pour le parent, cela ressemble à « tu m'as coupé à cause de cela ». Ils pointent vers un incident spécifique, souvent relativement mineur, et ne peuvent pas comprendre comment cela justifie une rupture complète. Mais pour l'enfant adulte, cela sonne comme « non, je prends de la distance parce que cela se produit depuis 20 ans ». Cet incident spécifique n'était que la goutte qui a fait déborder le vase. C'était le moment où ils ont finalement dit « je ne peux plus prétendre que c'est normal, je ne peux plus minimiser. Je ne peux plus espérer que les choses changeront. » La rupture ne semble soudaine que parce que la souffrance était silencieuse. Parce que pendant toutes ces années, l'enfant, maintenant adulte, a gardé le silence, a avalé sa douleur, a rationalisé, a essayé de comprendre, a donné le bénéfice du doute encore et encore. L'éloignement est rarement une réaction. C'est une culmination, une libération d'années de pression qui ne pouvaient plus être contenues. Et une fois que le volcan entre en éruption, tout change. Il n'y a pas de retour en arrière possible vers ce qui était avant. Parce que ce qui était avant était précisément ce qui a causé l'éruption. Les signes avant-coureurs ignorés. Mais voici la vérité inconfortable. Dans la plupart des cas, il y avait des signes. Des tentatives répétées de communication, des demandes de changement. Des expressions de douleur qui ont été ignorées ou minimisées. Avant le silence complet, il y a eu des tentatives de dialogue. « Maman, quand tu fais cela, je me sens... Papa, j'ai besoin que tu respectes mes limites sur... Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas... » Ces tentatives sont souvent rencontrées par la défensive, le déni ou la contre-attaque. Tu es trop sensible. Tu exagères toujours. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Alors la personne essaie différemment. Elle envoie des articles sur les dynamiques familiales saines. Elle suggère une thérapie familiale. Elle établit des limites claires. Je ne peux venir à Noël que si nous pouvons éviter de parler de... Mais ces limites sont régulièrement franchies. Ces suggestions sont rejetées. Et lentement, la personne réalise une vérité dévastatrice. Le changement n'est pas possible parce que le problème n'est pas reconnu. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que l'autre partie refuse d'admettre existe. Donc, avant l'éruption volcanique, il y a eu des tremblements de terre. Avant le silence, il y a eu des cris non entendus. Avant la distance, il y a eu des ponts construits encore et encore, seulement pour être brûlés. L'éloignement n'est jamais vraiment soudain. Il est seulement soudain pour ceux qui n'écoutaient pas. Les rôles familiaux. Toxiques. Assignation qui étouffe l'identité. Bien avant que quelqu'un ne choisisse la distance, beaucoup ont déjà été placés dans des rôles qu'ils n'ont jamais accepté de jouer. Dans les systèmes familiaux, dysfonctionnels ou narcissiques, l'identité n'est pas découverte, elle est assignée. Et ces assignations façonnent toute la réalité émotionnelle d'un enfant, souvent dès les premières années de vie. Il y a l'enfant doré, l'extension de l'ego des parents, loué, protégé, idéalisé. Son but est de réaliser le récit familial du succès,
même si cela signifie sacrifier l'authenticité. L'enfant doré semble avoir tous les avantages, l'amour, l'attention, les ressources. Mais il porte un fardeau invisible. Il doit être parfait. Il ne peut jamais échouer, jamais montrer de faiblesse, jamais décevoir. Son estime de soi devient entièrement dépendante de la validation parentale. Et étrangement, même l'enfant doré peut finalement choisir l'éloignement, parce qu'il réalise qu'il n'a jamais été aimé pour qui il est, mais pour ce qu'il représente. Il a été aimé conditionnellement, pour sa capacité à refléter la gloire de ses parents. Ensuite, il y a le bouc émissaire, celui qu'on blâme pour les tensions qu'il n'a pas créées. Le porteur de vérité, le membre émotionnellement conscient qui refuse d'accepter le dysfonctionnement familial comme normal. Le bouc émissaire porte la honte et la culpabilité de toute la famille. Quand quelque chose va mal, c'est automatiquement leur faute. Ils sont critiqués, punis, exclus. Leur rôle est d'être le problème, de sorte que le reste de la famille peut se sentir bien. Ironiquement, le bouc émissaire est souvent le plus sain mentalement, le plus conscient, le plus capable de voir la vérité de la situation. C'est précisément pourquoi ils sont rejetés, parce qu'ils représentent une menace pour le récit familial dysfonctionnel. Ils sont souvent le premier à être rejetés lorsqu'ils cessent d'absorber la honte de tout le monde. Mais ils sont aussi souvent les premiers à choisir consciemment l'éloignement, car ils voient le Petsodas le plus clairement que le système est toxique. Mais ce ne sont pas les seuls rôles. Il y a l'enfant invisible qui survit en disparaissant, en restant silencieux, en ayant peu de besoins et en apprenant que l'attention est dangereuse. Ils observent les autres membres de la famille, le doré qui reçoit toute l'adulation, le bouc émissaire qui reçoit toute la colère. Et ils concluent que la sécurité réside dans l'invisibilité. Ils grandissent stabiles à l'autonomie, mais chroniquement incertains s'ils méritent d'exister pleinement. Ils deviennent excellents à lire les autres, à anticiper les besoins, à se rendre utiles sans déranger. Mais ils perdent contact avec leurs propres désirs, leurs propres besoins, leur propre voix. À l'âge adulte, l'enfant invisible lutte souvent avec l'affirmation de soi. Ils ont passé toute leur vie à se faire petits, et maintenant ils ne savent pas comment occuper l'espace. Ils s'excusent pour tout, se sentent coupables de demander quoi que ce soit et sont surpris quand quelqu'un remarque leur absence. Et puis, peut-être le rôle le plus lourd de tous, l'enfant parentifié. L'enfant qui devient le gardien émotionnel de ses propres parents. Le médiateur, le pacificateur, celui qui porte des responsabilités bien trop lourdes pour son âge. L'enfant parentifié prend soin émotionnellement de ses parents au lieu de l'inverse. Ils deviennent le confident de maman, le thérapeute de papa, le médiateur entre parents en conflit. Ils gèrent les émotions de tout le monde sauf les leurs. Ces enfants perdent leur enfance. Ils n'apprennent jamais à être insouciants, à jouer, à être vulnérables. Au lieu de cela, ils développent une hyper-responsabilité qui les suivra toute leur vie. Ces enfants grandissent en croyant que l'amour doit être gagné par le service, le sacrifice et le silence. Ils croient que leur valeur réside dans ce qu'ils peuvent faire pour les autres, pas dans qui ils sont. À l'âge adulte, ils se retrouvent souvent dans des relations où ils donnent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. Ils attirent des gens qui ont besoin d'être sauvés, soignés, réparés. Et ils s'épuisent encore et encore, répétant le pattern de leur enfance. Aucun de ces rôles ne permet à un enfant de développer un vrai moi. Il crée des schémas de culpabilité, d'obligation et de répression émotionnelle qui suivent une personne bien à l'âge adulte. Et quand quelqu'un sort enfin du rôle, quand il essaie de devenir un être humain, complet au lieu d'une fonction familiale, le système réagit. Il résiste, il blâme, il punit. Parce que dans des familles comme celle-ci, le moment où vous vous réclamez vous-même est le moment où vous devenez une menace. Vous perturbez l'équilibre. Vous refusez de jouer votre partie dans le drame familial dysfonctionnel. Et le système familial, comme tout système, résiste au changement. Il préfère maintenir l'homéostasie dysfonctionnelle plutôt que de permettre la croissance d'un individu. Pour beaucoup, l'éloignement ne consiste pas à quitter la famille. Il s'agit d'échapper au rôle qui les brisait. Il s'agit de dire
Je ne suis pas le bouc émissaire, je ne suis pas l'enfant doré, je ne suis pas le parent de mes parents. Je suis une personne complète avec mes propres besoins, désirs et limites. La négligence émotionnelle le puise vide. Certaines blessures saignent, d'autres non. Et ce sont souvent celles qui nous façonnent le plus. La négligence émotionnelle est silencieuse. Elle ne laisse aucune ecchymose, aucune scène, aucun moment clair où vous pouvez pointer du doigt et dire « c'est là que c'est arrivé ». Au contraire, elle est définie par ce qui ne s'est jamais produit. Le réconfort qui n'a pas été offert. La protection qui n'est jamais venue. La curiosité pour votre monde intérieur que personne n'a jamais montré. C'est l'absence qui fait mal. Le silence là où devrait être l'attention. Le vide là où devrait être la connexion. Grandir sans accordage émotionnel enseigne quelque chose de dévastateur à un enfant. Que ses sentiments sont soit trop intenses, soit sans importance. Quand un enfant pleure et qu'on lui dit « arrête de pleurer pour rien », quand il exprime de la peur et qu'on lui dit « tu es trop sensible », quand il partage de l'excitation et qu'on ne l'écoute pas vraiment, cet enfant apprend que ses émotions ne sont pas valides. Il apprend à se déconnecter de son propre monde intérieur, il apprend à rationaliser ses sentiments, il développe une voix intérieure critique qui répète les messages parentaux « tu exagères », « ce n'est pas si grave, tu devrais être reconnaissant ». Et en tant qu'adulte, ces mêmes individus deviennent souvent ceux qui semblent forts, indépendants, même imperturbables, tout en portant une douleur privée qui ne disparaît jamais complètement. Ils deviennent experts à dire « je vais bien », même quand ils ne vont pas bien. Ils minimisent leurs propres besoins. Ils ont du mal à demander de l'aide. Ils se sentent coupables de prendre de l'espace ou du temps pour eux-mêmes. C'est le puits vide. Vous continuez à retourner vers votre famille, espérant cette fois puiser de l'eau. Peut-être que cette fois ils écouteront vraiment. Peut-être que cette fois ils demanderont comment vous allez et attendront vraiment la réponse. Peut-être que cette fois ils vous verront vraiment, pas la version de vous qu'ils veulent que vous soyez, mais qui vous êtes réellement. Mais chaque visite se termine de la même façon. Un seau sec, une poitrine creuse, une déception familière. Vous rentrez chez vous en vous sentant vidé plutôt que rempli. Vous réalisez que vous avez passé tout le temps à gérer leurs émotions, à répondre à leurs besoins, à jouer le rôle qu'ils attendent. Mais personne ne vous a vraiment demandé comment vous alliez. Personne ne s'est intéressé à votre vie intérieure. Et si vous essayez de partager quelque chose de significatif, une lutte que vous vivez, un accomplissement dont vous êtes fier, la réponse est superficielle au mieux, invalidante au pire. Oui, mais tu devrais, au moins tu n'as pas... Quand j'avais ton âge. La conversation est toujours redirigée vers eux. Vos expériences sont minimisées ou utilisées comme tremplin pour parler d'eux. Vous n'êtes jamais vraiment vu. La plupart des gens ne partent pas à cause de ce que leurs parents ont fait. Ils partent à cause de ce que leurs parents n'ont jamais pu donner. Ils partent à cause de toutes les conversations qui n'ont jamais eu lieu, de tous les câlins qui n'ont jamais été offerts, de toute la validation qui n'est jamais venue, de toute la sécurité émotionnelle qui n'a jamais existé. Parce que retourner encore et encore à un puits vide finit par devenir une forme d'abandon de soi. Chaque fois que vous retournez en espérant de l'eau et que vous ne trouvez que le vide, vous vous trahissez un peu. Vous ignorez votre propre réalité. Vous invalidez votre propre expérience. Vous vous dites que peut-être cette fois ce sera différent, même quand toutes les preuves suggèrent le contraire. L'éloignement, pour beaucoup, ne consiste pas à rejeter leur famille. Il s'agit enfin de choisir de cesser d'avoir soif d'un type d'amour qui n'a jamais été là. Il s'agit d'accepter la réalité douloureuse. Ce puits est vide. Il a toujours été vide, et continuer à revenir ne va pas le remplir miraculeusement. La douleur de ce qui s'est passé peut être guérie. Vous pouvez traiter un événement spécifique, travailler à travers un trauma identifiable. Mais la douleur de ce qui ne s'est jamais passé prend plus de temps, parce que vous pleurez quelque chose qui n'a jamais existé. Vous pleurez une version de l'enfance que vous n'avez jamais pu vivre. Vous pleurez le parent que vous avez mérité, mais que vous n'avez jamais eu. Et ce deuil est compliqué par le fait que le monde ne le comprend pas. Les gens peuvent sympathiser avec « mon parent m'a frappé » d'une manière qu'ils ne peuvent pas avec « mon parent ne m'a jamais vraiment vu ». L'absence est plus difficile à expliquer que la présence de quelque chose de mauvais.
Le lien traumatique est le cycle de l'espoir. Si l'éloignement semble soudain pour les étrangers, rester est encore plus difficile à comprendre. Pourquoi les gens endurent-ils des années, parfois des décennies de douleur avant de s'éloigner? Pourquoi reviennent-ils encore et encore à des situations qui les blessent clairement? La réponse réside dans deux forces psychologiques puissantes: le lien traumatique et le cycle de l'espoir. Le lien traumatique se forme lorsque des moments de mal sont entrelacés avec des moments de chaleur. Une remarque cinglante suivie d'excuses sincères, un silence froid suivi d'une rare expression d'affection. Une limite franchie, puis une promesse que les choses seront différentes. Cette alternance entre punition et récompense, entre douleur et soulagement, crée un lien psychologique plus fort que si la relation était constamment positive. C'est le même mécanisme qui maintient les gens dans les relations abusives, les jeux de hasard et d'autres situations toxiques. Le système nerveux devient conditionné à confondre l'incohérence avec l'amour. Le soulagement après la tension devient addictif. Le moment de connexion après le conflit semble plus précieux précisément parce qu'il est rare. Vous commencez à croire que si seulement vous essayez plus fort, donnez plus, restez plus calme, êtes plus compréhensif, vous obtiendrez enfin la version de votre parent dont vous aviez besoin en tant qu'enfant. Et c'est là que commence le cycle de l'espoir. Il vous maintient en attente, il vous maintient en train de pardonner. Il vous maintient en train de retourner à des situations qui démantèlent lentement votre sens du moi. Le cycle fonctionne ainsi. Il y a une période de tension croissante. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Puis il y a un incident, une explosion, un conflit, une blessure. Après l'incident vient l'apaisement, des excuses peut-être, ou une période de gentillesse inhabituelle, des promesses de changement, un rare moment de vulnérabilité ou de connexion. Et dans ce moment, vous vous accrochez à l'espoir. Voilà, c'est le vrai parent, celui que j'ai toujours su qui existait sous la surface. Vous vous dites que l'incident était une anomalie, que les choses vont être différentes maintenant. Mais ensuite, la tension recommence à monter. Et le cycle se répète. Encore et encore et encore. L'espoir n'est pas le problème. L'espoir est une qualité humaine belle et nécessaire. C'est que l'espoir est toujours orienté vers qui ils pourraient être, pas qui ils sont constamment. Vous tombez amoureux du potentiel, pas de la réalité. Vous pardonnez basé sur les promesses, pas sur les patterns établis. Vous restez pour les rares bons moments, en ignorant que les mauvais moments sont la norme. Beaucoup d'enfants adultes restent parce qu'on leur a appris que partir les rend déloyaux, que se protéger les rend égoïstes, que vouloir la paix signifie qu'ils sont le problème. On leur a dit depuis l'enfance, la famille passe avant tout, on ne tourne pas le dos à sa famille, le sang est plus épais que l'eau, honore ton père et ta mère. Ces messages culturels et religieux créent une immense pression pour rester, peu importe le coût personnel. Alors ils endurent, ils se réduisent, ils rationalisent, ils attendent le moment de percer qui ne vient jamais. Ils se disent, si je suis juste plus patient, si je suis juste plus mature, si je les aime juste assez fort, si j'explique juste mieux, mais voici la vérité difficile. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un assez pour les faire changer. Vous ne pouvez pas être assez bon, assez parfait, assez accommodant pour gagner l'amour qui aurait dû être inconditionnel depuis le début. Quand quelqu'un s'éloigne finalement, ce n'est pas parce qu'il a cessé d'aimer sa famille, c'est parce qu'il a réalisé que le cycle n'allait pas changer. Et rester signifiait perdre des morceaux d'eux-mêmes une année à la fois. L'éloignement commence souvent par une prise de conscience déchirante. Si je reste, je vais disparaître. Si je continue à m'adapter, à me plier, à me rétrécir pour convenir à leurs attentes, il ne restera bientôt plus rien de moi. Je serai devenu une coquille, jouant un rôle, vivant la vie que quelqu'un d'autre a écrite pour moi. Les stratégies de distance, du contact limité au non-contact. Quand les gens entendent les mots non-contact, ils imaginent souvent une rupture émotionnelle drastique, un acte de punition ou de vengeance. Ils imaginent une personne en colère qui claque une porte et ne regarde jamais en arrière. Mais en réalité, la distance est rarement une déclaration de colère. C'est une stratégie de survie, soigneusement considérée, souvent agonisée.
et elle ne se présente pas toujours sous une seule forme. La plupart des gens ne commencent pas par le non-contact. Ils progressent à travers différents niveaux de distance, essayant de trouver un équilibre qui préserve à la fois la connexion familiale et leur propre bien-être. Certains choisissent le contact limité, réduire les conversations, raccourcir les visites, garder les sujets superficiels. C'est une façon de dire « je tiens toujours à vous, mais je ne peux plus vous donner le même accès à ma vie intérieure ». Avec le contact limité, vous pourriez voir vos parents pendant les grandes fêtes, mais pas chaque dimanche. Vous pourriez répondre aux messages, mais pas immédiatement. Vous pourriez partager des nouvelles de base sur votre vie, mais pas vos luttes profondes ou vos rêves vulnérables. Vous créez une sorte de zone tampon. Vous restez en contact, mais à distance suffisante pour vous protéger. C'est comme maintenir quelqu'un à bout de bras, assez proche pour se toucher, mais pas assez pour vous étouffer. Le contact limité est souvent la première tentative de remodeler la relation sans y mettre fin. C'est un compromis, une façon de dire « je ne peux pas continuer comme avant, mais je ne suis pas encore prêt à tout couper ». Pour beaucoup, le contact limité fonctionne. Il crée juste assez d'espace pour respirer tout en maintenant un lien familial de base. Mais pour d'autres, même cet espace n'est pas respecté. D'autres utilisent donc la technique du rocher gris, une méthode conçue pour minimiser l'engagement émotionnel. Le nom vient de l'idée que vous devenez aussi inintéressant qu'un rocher gris, neutre, ennuyeux, non réactif. Ils deviennent neutres, prévisibles et non réactifs, parce que réagir est exactement ce qui alimente les anciens schémas de conflit, de manipulation ou de culpabilité. Avec la technique du rocher gris, vous répondez de manière monotone, sans détails émotionnels. Comment vas-tu ? Bien. Qu'as-tu fait ce week-end ? Pas grand-chose. Comment va ton travail ? C'est bien. Vous ne donnez rien qui puisse être utilisé contre vous, rien qui puisse déclencher un conflit, rien qui puisse être tordu ou manipulé. Vous devenez émotionnellement inaccessible tout en restant techniquement en contact. Le rocher gris n'est pas de la froideur, c'est de l'autoprotection. C'est une reconnaissance que cette personne ne peut pas gérer votre authenticité, donc vous lui offrez une version diluée de vous-même. Beaucoup de gens trouvent cette stratégie épuisante. C'est un acte constant de retenue, de censure, de performance. Mais pour certains, c'est préférable aux alternatives, soit une connexion complète qui les blesse, soit aucune connexion du tout. Et puis, après des années d'essais, après que le contact limité et le rocher gris ont échoué à créer la sécurité nécessaire, certains choisissent le non-contact. Non pas parce qu'ils détestent leur famille, mais parce que chaque limite moindre a été ignorée. Le non-contact devient l'outil final, le dernier moyen disponible pour arrêter le cycle, récupérer la santé mentale et reconstruire l'identité. C'est rarement une décision prise légèrement. La plupart des gens ont essayé tout le reste d'abord. Ils ont communiqué, ils ont établi des limites, ils ont suggéré une thérapie, ils ont donné des chances infinies. Le non-contact est ce qui reste quand tout le reste a échoué. Psychologiquement, choisir la distance active, le deuil, la culpabilité et le soulagement tout à la fois. C'est un mélange complexe d'émotions contradictoires. Vous pleurez le parent que vous espériez, vous pleurez la relation que vous n'aurez jamais, vous pleurez l'idée de famille que vous avez dû abandonner. Vous vous sentez coupable de vouloir la paix. La culpabilité est souvent l'émotion la plus forte. Comment puis-je faire cela ? Ce sont mes parents, ils m'ont élevé, ils ont fait de leur mieux. La culpabilité est alimentée par tous les messages culturels sur la famille, par toutes les voix bien intentionnées qui disent « mais c'est ta mère », par toutes les histoires sur le pardon et la réconciliation. Et pourtant, vous respirez plus facilement quand le chaos s'arrête enfin. Il y a un soulagement profond, presque physique, quand vous réalisez que vous n'avez plus à gérer leurs émotions, à marcher sur des œufs, à vous préparer pour le prochain conflit. Votre système nerveux se calme, votre anxiété diminue, vous dormez mieux. Vous avez plus d'énergie, vous souriez plus facilement, et ce soulagement apporte sa propre culpabilité. Comment puis-je me sentir mieux après avoir coupé mes parents ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? C'est une décision profondément conflictuelle, prise seulement après que chaque autre tentative a échoué. La distance n'est pas un rejet. C'est de la clarté. C'est le moment où quelqu'un dit « Je ne peux pas te changer, mais je peux me protéger ». C'est la reconnaissance que vous ne pouvez pas contrôler comment il se comporte, mais vous pouvez contrôler votre exposition à ce comportement.
Vous ne pouvez pas les forcer à vous traiter mieux, mais vous pouvez vous retirer de la situation. Et pour beaucoup, cette distance, qu'elle soit petite ou totale, est la première fois qu'ils se sentent enfin en sécurité. C'est la première fois qu'ils peuvent baisser leur garde. La première fois qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes, sans crainte de jugement ou de punition. La première fois qu'ils peuvent respirer profondément et se sentir en paix. Le deuil ambigu. Pleurer. Quelqu'un qui vit encore. Quand quelqu'un choisit la distance avec sa famille, le monde suppose souvent que la partie la plus difficile est la séparation elle-même. La décision initiale, l'acte de partir. Mais la douleur la plus profonde, la partie dont presque personne ne parle, est le deuil qui suit. Un type de deuil unique est particulièrement difficile. Le deuil ambigu est un type unique de deuil. Il se produit lorsque la personne que vous pleurez est toujours en vie, toujours là, toujours en train de poster des photos à Noël, mais émotionnellement inaccessible. Vous ne pouvez pas avoir de clôture parce qu'il n'y a pas de fin définitive. Ils sont toujours là, vivant leur vie, peut-être même prétendant que tout va bien, que vous êtes simplement occupé ou passant par une phase. Il n'y a pas de funérailles, pas d'adieu final, pas de rituel pour vous aider à avancer. Pas de communauté qui se rassemble pour reconnaître votre perte. Pas de carte de sympathie, pas de fleurs, pas de plats préparés, juste une douleur persistante. Un vide où il y avait une connexion, un point d'interrogation là où devrait être la clarté. Vous pleurez non seulement la relation que vous avez perdue, mais la relation que vous n'avez jamais eue. La version de votre parent qui aurait pu vous protéger, vous comprendre ou vous aimer sans condition. Vous pleurez le père qui aurait pu vous encourager, la mère qui aurait pu vous consoler, le parent qui aurait pu être fier de vous pour qui vous êtes, pas pour ce que vous accomplissez. Et lâcher prise de ce parent imaginé, celui que vous avez souhaité toute votre enfance, celui que vous avez vu dans d'autres familles, celui dont vous aviez besoin mais que vous n'avez jamais eu, peut donner l'impression de les perdre deux fois. D'abord, vous perdez l'espoir qu'il pourrait devenir ce parent. Ensuite, vous perdez le contact avec la personne qu'ils sont réellement. Puis, viennent les fêtes. Les tables de Noël avec une chaise vide, ou pire, sans chaise du tout parce que votre absence n'est même pas reconnue. Les matins de réveillon qui semblent trop silencieux. Vous voyez des publicités montrant des familles heureuses se réunissant. Vous entendez des amis parler de leurs plans pour voir leurs parents. Vous voyez des posts sur les réseaux sociaux montrant des réunions familiales joyeuses. Et vous êtes là, dans le silence, avec votre décision, avec votre douleur, avec votre choix nécessaire mais déchirant. Tout le monde semble enveloppé de chaleur pendant que vous naviguez dans un deuil compliqué et invisible que personne ne sait comment réconforter. Les gens posent des questions innocentes mais douloureuses. Tu vas chez tes parents pour Noël ? Ta mère doit être fière de toi. Tes parents viennent à ton événement ? Et vous devez décider à chaque fois combien expliquer, comment naviguer dans l'inconfort, comment gérer leurs réactions quand vous révélez la vérité. Certaines personnes comprennent, mais beaucoup jugent. Beaucoup ont des opinions sur ce que vous devriez faire, basées sur leur propre expérience familiale qui n'a rien à voir avec la vôtre. Et pourtant, même dans le deuil, il y a du soulagement. L'anxiété chronique a disparu. Le chaos s'est arrêté. Les messages passifs-agressifs ne viennent plus. Les visites redoutées ne sont plus sur votre calendrier. Votre système nerveux expire enfin. Vous réalisez que vous viviez dans un état constant de vigilance. Et maintenant, pour la première fois peut-être depuis l'enfance, vous pouvez vous détendre. Mais ce soulagement s'accompagne souvent de culpabilité, comme si choisir la paix vous rendait déloyal envers les gens qui vous ont élevé. Suis-je une mauvaise personne parce que je me sens mieux sans eux ? Est-ce que ça veut dire que je ne les ai jamais vraiment aimés ? Comment puis-je ressentir du soulagement de ne pas voir ma propre mère ? C'est le coût émotionnel de la liberté. Le déchirement de choisir votre bien-être plutôt que votre histoire, votre santé mentale plutôt que vos obligations familiales, votre futur plutôt que votre passé. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il n'y a pas de résolution propre, pas de moment où vous vous réveillez et tout est résolu. Mais pour beaucoup, c'est la seule façon d'arrêter d'hériter de la douleur qu'ils n'étaient jamais censés porter. C'est la seule façon de briser le cycle de transmission du trauma d'une génération à la suivante. Et la guérison commence au moment où vous réalisez
que vous pouvez pleurer ce que vous avez perdu tout en avançant vers la vie que vous méritez. Ces deux choses peuvent coexister. Vous pouvez être triste de ce qui a été perdu et reconnaissant de ce que vous avez gagné. Vous pouvez aimer de loin les gens que vous ne pouvez pas avoir près. Vous pouvez honorer votre histoire tout en choisissant un futur différent. Reconstruire l'identité. De la survie à l'authenticité. Pour beaucoup de gens, l'éloignement n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une vie qu'ils n'ont jamais été autorisés à vivre pleinement. Parce qu'une fois que le bruit se calme et que la culpabilité s'adoucit, quelque chose d'inattendu commence à émerger. Un sentiment de soi qui avait été enterré sous des années de rôle, d'attente et de stratégie de survie émotionnelle. Pendant toute votre vie dans le système familial dysfonctionnel, vous étiez une fonction, pas une personne. Vous étiez le bouc émissaire, l'enfant doré, l'invisible, le parentifié. Votre identité était définie par votre utilité pour le système. Mais maintenant, loin de ce système, une question terrifiante et libératrice émerge. Qui suis-je réellement ? Récupérer son identité n'est pas une révélation soudaine, c'est une reconstruction lente et tendre. C'est un processus, souvent confus, souvent douloureux, mais ultimement transformateur. Vous apprenez à poser des questions qu'on ne vous a jamais permis de poser. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me fait me sentir en vie ? Qu'est-ce qui me semble sûr ? Au début, ces questions peuvent sembler impossibles à répondre. Vous avez passé tellement de temps à vous adapter aux désirs des autres que vous avez perdu contact avec les vôtres. Vous commencez petit. Vous remarquez ce qui vous fait sourire. Vous explorez de nouveaux intérêts sans vous demander si quelqu'un d'autre les approuverait. Vous prenez des décisions basées sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous devriez vouloir. Et peut-être pour la première fois, vos choix ne sont pas filtrés par la peur du jugement ou de la punition. Vous pouvez choisir une carrière qui vous passionne, plutôt que celle qui impressionnerait vos parents. Vous pouvez avoir des loisirs qu'ils trouveraient ridicules. Vous pouvez vivre dans une ville qu'ils désapprouveraient, vous cessez de vous rétrécir. Vous cessez de vous excuser d'exister. Vous commencez à prendre de l'espace, à parler, à exprimer des opinions sans craindre la punition. Vous commencez à faire confiance à votre voix intérieure, celle qui a été réduite au silence si longtemps. Cette voix qui vous disait que quelque chose n'allait pas, que vous méritiez mieux, que vous n'étiez pas le problème, cette voix commence enfin à être entendue et respectée. Guérir signifie aussi briser le cycle générationnel. Beaucoup d'adultes qui s'éloignent le font non par ressentiment mais par clarté. Cela se termine avec moi. Ils voient le pattern, comment leurs parents ont été blessés par leurs parents, comment le trauma et les patterns dysfonctionnels se transmettent de génération en génération comme un héritage toxique. Et ils décident consciemment. Je ne vais pas passer ça à la prochaine génération. Je vais faire le travail difficile, la thérapie douloureuse, l'auto-examen honnête nécessaire pour guérir. Même si mes parents ne l'ont pas fait, je vais le faire. Ils refusent de transmettre le chaos, la famine émotionnelle, l'amour conditionnel. Ils refusent de répéter les patterns qu'ils ont vécus. Ils commencent à se reparenter avec douceur. Ils apprennent à se parler de la manière dont ils auraient dû être parlés en tant qu'enfants, avec gentillesse, encouragement, patience. Ils se donnent permission de faire des erreurs, d'être imparfaits, d'apprendre. Ils célèbrent leurs succès au lieu de les minimiser. Ils se consolent dans les moments difficiles au lieu de se critiquer. Et s'ils ont éventuellement des enfants, ils leur offrent une version de sécurité qu'ils n'ont jamais reçue. Ils créent l'enfance qu'ils auraient voulu avoir. Ils écoutent vraiment quand leurs enfants parlent. Ils valident les émotions au lieu de les minimiser. Ils s'excusent quand ils font des erreurs. Ils créent un environnement où leurs enfants peuvent être authentiquement eux-mêmes. Et le long de ce chemin, quelque chose de beau se produit. Vous découvrez le concept de famille choisie. Un partenaire qui écoute vraiment, qui vous voit vraiment, qui vous aime pour qui vous êtes. Des amis qui ressemblent à un foyer, qui célèbrent vos succès sans jalousie, qui vous soutiennent dans les moments difficiles sans jugement. Des mentors qui croient en vous, qui voient votre potentiel, qui vous encouragent à grandir. Des communautés où vous vous sentez appartenir, où votre authenticité est bienvenue,
où vous n'avez pas à performer ou prétendre. Des connexions construites sur le respect mutuel, la chaleur et l'honnêteté émotionnelle. Des gens qui ne vous aiment pas par obligation, par ADN ou par tradition, mais parce qu'ils vous voient, vous valorisent et vous choisissent. Et vous réalisez quelque chose de profond. Ceci est la vraie famille. Pas le sang, mais le choix. Pas l'obligation, mais l'amour volontaire. Pas la performance, mais l'acceptation. Ces gens deviennent votre famille de cœur. Ils sont là pour vos anniversaires, célébrant avec joie authentique. Ils vous soutiennent pendant vos crises, sans conditions attachées. Ils vous voient à votre pire et restent quand même. Et contrairement à votre famille d'origine, ces relations sont réciproques. Vous vous soutenez mutuellement. Vous grandissez ensemble. Vous créez de nouveaux patterns sains, de nouvelles traditions, de nouvelles façons d'être en relation. C'est là que le cycle se brise. Non pas quand vous vous éloignez de la famille dans laquelle vous êtes né, mais quand vous commencez à construire la famille dont votre esprit a toujours eu besoin. Récupérer son identité est un acte de courage. Cela demande de la bravoure immense, de regarder en vous-même et de découvrir qui vous êtes vraiment, en dehors de tous les rôles et attentes. Créer une famille choisie est un acte de libération. C'est déclarer que vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour les autres. Et ensemble, ils forment la fondation d'une vie qui n'est plus définie par la douleur du passé, mais par la possibilité du présent et de l'avenir. Redéfinir la famille, la véritable signification du lien. Au final, l'éloignement ne consiste pas vraiment à briser une famille. Il s'agit de redéfinir ce que signifie la famille. Pendant toute notre vie, on nous a dit qu'il n'y a qu'une définition de famille, les gens liés par le sang. On nous a dit que ces liens sont sacrés, indissolubles, prioritaires sur tout le reste. Mais l'éloignement nous force à questionner cette définition. Il nous demande de considérer: qu'est-ce qui fait vraiment une famille? Est-ce le sang? Ou est-ce l'amour, le respect, le soutien mutuel, la sécurité? Pour certains, la famille, ce sont les gens qui les ont élevés. Ils ont eu la chance d'avoir des parents qui, malgré leurs imperfections, ont fourni un environnement suffisamment sain. Leurs liens biologiques correspondent à leurs liens émotionnels. Pour d'autres, la famille devient les gens qui les ont enfin fait se sentir en sécurité. Les gens qui les ont vus, entendus, valorisés d'une manière que leur famille biologique n'a jamais fait. Les deux vérités peuvent exister en même temps. Il n'y a pas une seule façon correcte de définir la famille. S'éloigner ne signifie pas que vous êtes sans cœur. Cela signifie que vous avez cessé de retourner dans le feu simplement parce qu'on vous l'a dit. Cela signifie que vous avez arrêté de valoriser l'obligation au-dessus de votre bien-être, que vous avez cessé de croire que le sang excuse tout comportement, que vous avez reconnu que même les liens familiaux ont des limites à ce qu'ils peuvent supporter. Cela signifie que vous avez choisi la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, la guérison plutôt que l'histoire, le présent plutôt que le passé. Et ce choix, bien que douloureux, est profondément courageux. Il faut un courage immense pour aller contre tout ce que la société vous dit, pour résister à la pression culturelle, pour supporter le jugement des autres qui ne comprennent pas. Il faut du courage pour dire « je mérite mieux que cela », même si cela vient de mes parents. Il faut du courage pour choisir votre santé mentale plutôt que l'apparence de normalité familiale. Il faut du courage pour être le premier dans votre lignée à dire « non, cela ne continue pas avec moi ». En avançant, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer ce qui a été perdu, ce qui n'a jamais été, ce qui aurait pu être. Vous avez le droit d'avoir des jours difficiles, des moments de doute, des vagues de tristesse. Vous avez le droit de grandir, de devenir la personne que vous étiez censé être, pas la personne que quelqu'un d'autre voulait que vous soyez. De développer pleinement votre potentiel sans être retenu par des attentes toxiques. Vous avez le droit de construire une vie façonnée non pas par les blessures de votre passé, mais par l'amour que vous choisissez, les limites que vous méritez et l'avenir auquel vous vous donnez enfin la permission de vivre. Et cette vie que vous construisez, elle peut être magnifique, elle peut être paisible, elle peut être authentique d'une manière que votre vie antérieure ne pouvait jamais être.
Vous pouvez créer des matins sans anxiété, des soirées sans peur, des fêtes remplies de joie réelle plutôt que d'obligations forcées. Vous pouvez avoir des relations où vous n'avez pas à marcher sur des œufs, où vous pouvez être pleinement vous-même, où votre authenticité est célébrée plutôt que punie. Vous pouvez découvrir qui vous êtes vraiment et vous pouvez aimer cette personne. Le chemin vers la libération émotionnelle. Comme le disait le philosophe et psychothérapeute français Christophe André, la bienveillance envers soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour pouvoir être bienveillant envers les autres. Cette sagesse s'applique parfaitement à l'éloignement familial. Prendre soin de soi, établir des limites saines, choisir la distance quand nécessaire, ce ne sont pas des actes de cruauté, mais des actes de survie psychologique et de santé mentale. Christophe André, dans ses nombreux travaux sur la psychologie positive et la compassion, nous rappelle constamment que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si nous sommes émotionnellement vides, épuisés, brisés, nous n'avons rien à offrir, ni à nous-mêmes ni aux autres. L'éloignement familial, vu à travers ce prisme, n'est pas un abandon, mais un sauvetage. Vous vous sauvez vous-même pour pouvoir éventuellement être présent de manière authentique dans le monde. L'éloignement familial est un sujet complexe, enraciné dans des années de dynamiques émotionnelles, de patterns dysfonctionnels et de besoins non satisfaits. Ce n'est jamais une décision facile, et elle s'accompagne toujours d'un coût émotionnel profond. Il n'y a pas de solution simple, pas de réponse universelle. Chaque situation est unique, chaque famille différente, chaque personne confrontée à ses propres circonstances spécifiques. Mais pour ceux qui le choisissent, l'éloignement est souvent le seul chemin vers une vie authentique, une identité récupérée et une paix intérieure enfin possible. C'est le chemin vers une vie où vous n'êtes plus défini par votre trauma, mais par votre résilience. Où vous n'êtes plus contrôlé par vos blessures, mais guidé par votre guérison. Si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si quelque part dans ce long parcours vous avez senti que quelqu'un comprenait enfin, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers, des millions de personnes marchent sur ce même chemin silencieux et compliqué. Vous faites partie d'une communauté invisible de survivants, de guérisseurs, de briseurs de cycles. Votre décision, quelle qu'elle soit, mérite du respect. Si vous avez choisi l'éloignement, vous n'êtes pas un monstre. Si vous essayez encore de maintenir le contact, vous n'êtes pas faible. Si vous oscillez entre les deux, vous n'êtes pas indécis. Vous naviguez dans l'une des situations les plus complexes et douloureuses de l'expérience humaine. Et vous faites de votre mieux. La guérison est possible, elle ne sera peut-être pas linéaire. Il y aura des rechutes, des moments de doute, des jours où vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Mais l'authenticité est à votre portée. La possibilité de vivre une vie qui est vraiment la vôtre, pas une vie écrite par quelqu'un d'autre, vous attend. Et la vie que vous méritez, une vie de paix, d'authenticité, de connexion saine, de joie sans culpabilité, cette vie vous attend de l'autre côté du courage de choisir vous-même. Alors prenez soin de vous. Soyez doux avec vous-même. Reconnaissez votre courage. Honorez votre parcours. Vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinairement difficile et d'extraordinairement courageux. Vous brisez des cycles. Vous guérissez des blessures. Vous créez un avenir différent. Et vous le méritez. Vous méritez la paix. Vous méritez la sécurité. Vous méritez d'être vu, entendu, valorisé pour qui vous êtes vraiment. La route est longue, mais vous n'êtes pas seul. Et chaque pas que vous faites vers votre propre guérison, votre propre authenticité, votre propre vie choisie consciemment, est un pas vers la libération. Prenez soin de vous, vous le méritez vraiment.